De qui devrions-nous avoir le plus peur? De statues avec des dents pointues, d'une grande sœur un peu folle, ou d'un vampire assoiffé de sang? Voyons ça. Les anges pleureurs de la série Doctor Who. Monstres, extraterrestres ou entités. Les anges pleureurs sont emblématiques de la série britannique Doctor Who. Ils sont reconnaissables à leur forme de statues ailées qui se cachent les yeux. Et quand ils dévoilent leur regard, leurs dents pointues sont de la partie. Mais ne vous attendez pas à qui vous mordent. Votre sort est bien pire. Depuis quand sont-ils dans Doctor Who? Depuis 2007, lorsque le Docteur était interprété par David Tennant. Et depuis, le Seigneur du Temps s'est confronté plusieurs fois aux anges pleureurs, même quand il était interprété par Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker. J'ai choisi de traiter de leur première apparition dans l'épisode nommé Blink, en anglais Clignement d'œil. Et 3 épisodes quand Amy Pond était la compagne du 11e Docteur interprété par Matt Smith. Et surtout quand Steven Moffat était au scénario. Voyons les pouvoirs de ces terribles statues. Pouvoirs. Vous vous demandez donc quels sont les pouvoirs de ces statues. Je pourrais au moins vous dire qu'elles bougent quand on ne les regarde pas. C'est assez perturbant. Dans Blink, Sally, une photographe, fera son possible pour leur échapper sans les perdre de vue. Il faut même que la lumière ne nous trahisse pas. Être plongé dans le noir avec un ange devant soi, mauvaise idée. Quand Amy, la compagne du Docteur, dans l'épisode 4 de la saison 5, voit l'enregistrement de l'un de ses spécimens, les pouvoirs de la statue s'intensifient. Sa simple image peut exister en dehors de la présence physique et peut s'imprimer sur la rétine de sa spectatrice. Heureusement, le Docteur va sauver son ami. L'épisode Blink révèle aussi ce qui arrive à ceux qui tombent dans le piège de ces anges. Ils sont projetés dans une autre époque et un autre lieu. Catherine, une amie de Sally, est envoyée dans les années 20 et dans une autre ville, Hull, alors qu'elle vivait à Londres en 2007. C'est ce qui arrivera aussi au mari d'Amelia, ou Amy. Dans la saison 7, épisode 5, Rory est envoyé dans les années 30, à Manhattan, ville où il était déjà avec sa femme et le Docteur. Les anges ont 2 autres capacités, celle de communiquer à travers les radios et aussi de tuer. Mais ça n'apparaît plus dans Les anges prennent Manhattan. Je mets 3 étoiles, car dans Blink, les victimes ne souffrent pas de leur transposition dans le temps. L'ami de Sally dit que cela lui a permis de vivre une seconde chance et fonder une famille. La deuxième victime, le flic, n'a pas l'air d'avoir souffert non plus. C'est plus un pouvoir salvateur que destructeur. Leur capacité à tuer nuit à mon argument, mais il est plutôt anecdotique. Terreur. Qui aimerait être projeté dans une autre ville et une autre époque, sans la possibilité de retrouver sa famille et ses amis? C'est pourtant ce qui pourrait vous arriver si vous croisez le regard des anges pleureurs. Attention donc à toutes les statues que vous croisez. Ça ressemble à une blague, mais le Docteur le dit. Toutes les statues sont dangereuses. Dans Les anges prennent Manhattan, la statue de la liberté en est une. J'ai découvert que la BBC avait noté cet épisode comme très effrayant. Donc 5 points. Cruauté. Leur part la plus cruelle, c'est celle de choisir des victimes aléatoires. Mais sinon, dans la globalité, ils ont permis à certains de vivre agréablement. Catherine a fondé une famille, et surtout, Amy et Rory ont pu vivre leur mariage jusqu'à la fin. 2 étoiles, parce qu'ils ont tué des gens. Résistance. Si Sally et son futur petit copain ont échappé aux anges pleureurs, c'est parce qu'ils ont croisé leur regard lors de la disparition de la machine volante du Docteur, et qu'ils encerclaient. Donc leur regard peut jouer aussi contre eux. Grosse faiblesse. Dans leur deuxième apparition, et on peut aussi rajouter que les anges pleureurs ont besoin d'énergie environnante, sinon elles se désintègrent. Et surtout, qu'elles se figent si on les regarde. Si un ange pleureur vous prend le poignet, il est possible de s'en échapper, mais en vous blessant. C'est ce qui arrive à River Song. Mais on ne voit pas comment elle s'en échappe. Donc je mets 2 points pour la résistance. Humanité.
Pour faire court, je ne comprends pas du tout les intentions des anges pleureurs. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou gentils? Projeter des gens dans une autre époque, une autre ville, est-ce bienveillant? Mais ils ont tué des gens. Donc 1 cœur. La moyenne des anges pleureurs, 12 étoiles et 1 cœur. Baby Jane, du film Qui est-il arrivé à Baby Jane? Le nom est trompeur, il ne s'agit pas d'un bébé, mais d'une adulte. Jane Hudson, interprétée par Bette Davis. J'ai découvert ce film grâce à la série Feud, qui traite des coulisses du film, mais aussi des tensions entre les 2 actrices, Bette Davis et Joan Crawford, qui joue Blanche, la sœur de Jane. En soi, ce film est connu pour traduire la haine des 2 actrices comme celle des 2 personnages. En résumé, Blanche est une actrice talentueuse, mais qui après un accident perd l'usage de ses jambes et reste dans sa chambre, à l'étage, de plus en plus dépendante de sa sœur Jane. Celle-ci avait connu le succès quand elle était enfant. Avec sa chanson « J'ai écrit une lettre à papa ». Mais à l'âge adulte, c'est sa sœur Blanche qui lui trouve des rôles. Mais les producteurs et les réalisateurs ne lui reconnaissent plus aucun talent et de jouer sous l'emprise de l'alcool. Baby Jane est jalouse et profite de l'infirmité de sa sœur pour usurper son identité afin de s'offrir des bouteilles et l'affame en lui donnant le cadavre de son oiseau au milieu des tranches de tomates et plus tard un rat. L'escalade de violence augmente. Alors qu'Elvira tente de sauver Blanche, Jane la tue. Et à un autre moment, Jane est battue par sa sœur pour avoir cherché de l'aide. Les points. Pouvoir. Jane se révèle beaucoup plus bonne comédienne qu'on ne le pense. Lors des coups de téléphone, elle est capable de maîtriser sa voix pour imiter Blanche avec perfection, mais aussi pour se faire passer pour quelqu'un de plus sérieux. Elle est même assez forte pour porter sa sœur jusqu'à l'étage et aussi sur une plage. Donc un peu plus que la moyenne, 3 étoiles. Cruauté. Le moment le plus cruel pour moi, c'est quand elle prétend que l'oiseau de sa sœur s'était échappé et que finalement, elle le lui offre à manger. Et au repas suivant, c'est un rat, donnant le sentiment à Blanche que les prochains plats seront empoisonnés. Alors que non. Mais Jane reste sournoise. Elle mange la côtelette et Blanche s'autorise à la manger, mais sa sœur repart avec le plat. Jane affame encore plus sa sœur. C'est une femme aigrie, jalouse et si infantine. Elle se venge surtout parce que sa sœur veut vendre la maison sans son accord, alors que cette bâtisse a été obtenue grâce au succès de Jane quand elle était la Baby Jane. On pourrait dire que sa cruauté ne concerne que sa sœur, mais Elvira meurt. J'ai compris que son objectif était d'être la seule Hudson talentueuse et faire un comeback avec sa chanson « J'ai écrit une lettre à papa ». 3 points. Résistance. Était-elle alcoolisée quand les punitions commencèrent? Il y a tellement de bouteilles vides dans son placard. Le code ACE était toujours en vigueur. Ce code qui censurait toute scène qui encouragerait les actions immorales. Quelques secondes avant de priver Blanche de téléphone, elle répète une réplique, la voix mal contrôlée, et pleure juste après. Cette vulnérabilité aurait pu la calmer, mais elle devient encore plus méchante avec sa sœur. Elle la prive de téléphone, et il faudra manger un oiseau. Jane a un vrai problème. Elle semble perdre le contrôle plusieurs fois, mais ne prend pas forcément les bonnes décisions et se réfugie dans des mauvais endroits, au point d'être retrouvée facilement par la police. 3 étoiles. Terreur. Jane ne fait pas vraiment peur. Elle ressemble tant à une enfant qui ne veut pas vieillir. Sa robe, son maquillage, sa coiffure. C'est une enfant. C'est Baby Jane, pas Jane Hudson. Certains auraient pu avoir peur d'elle. Elvira, le pianiste, la voisine. Non. Même sa sœur, qui aurait pu crier plusieurs fois pour retrouver de l'aide, ne le fait pas. La femme, sur la chaise roulante, semblait vouloir rester. Peut-être parce qu'elle se sentait coupable de quelque chose. 2 étoiles. Humanité. J'avoue que la fin m'a interpellé. Surtout la révélation de Blanche. Le fait qu'elle avait tenté de tuer Jane. Et c'est cela qui causa son handicap. Blanche voulait se venger des moqueries de sa sœur devant le public. Et que fait Jane en découvrant ça? Elle dit « On aurait pu être amis » et elle va chercher les glaces pour toutes les deux. D'autres moments attendrissants concernent Jane. La déception dans son regard quand elle voit le pianiste et qu'il n'est pas assez beau pour elle. Pensait-elle avoir un petit copain? Et juste après, elle dit à sa sœur que c'est devenu son ami, alors qu'elle vient tout juste de le rencontrer. Et à la toute fin, elle a trouvé son public. Elle danse devant eux. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, même au prix d'avoir tué Elvira et mis en danger sa sœur.
Allez, 4 cœurs. Et 12 points. Dracula, du film Le Dernier Voyage du Déméter. La fin du film ne surprendra personne, sauf pour ceux qui n'aiment ni les vampires ni Dracula. Le suceur de sang quitte la Roumanie et arrivera à Londres par le bateau. Un passage court du roman de Bram Stoker. Dans ce film, le vampire apparaît progressivement. Il est affaibli et peu à peu il devient une sorte de chauve-souris qui tue et encore. Et il ne restera qu'un seul survivant, un médecin, qui n'aurait peut-être pas dû entrer dans le bateau. Dracula a tout d'un prédateur sans limite. Sa morsure peut infecter comme tuer. Il est capable d'une grande force et peut voler comme bon lui semble. Et une dernière chose, il peut commander le brouillard pour avoir un avantage sur ses proies. Pouvoir 5 étoiles. Résistance. Bien que capable d'une grande prouesse dans la chasse et dans les airs, il est sensible au soleil. Et pour supporter le voyage, il faut une mortelle pour lui aspirer son sang. Toutefois, plus il chasse, plus il est difficile de l'arrêter. Et la preuve, il arrive à Londres. 4 étoiles. Cruauté. Tout le monde subit ses crocs. Chiens, enfants, femmes, hommes. Bref, 5 points. Terreur. C'est l'acteur espagnol Javier Botet qui prend les traits du comte Dracula. Ce n'est pas évident, car le personnage en CGI ressemble plus à un Nosferatu sauvage qu'à un Dracula séduisant. Il serait parfait pour se cacher sous le lit, avec ses dents irrégulières et pointues. 4. Je ne lui mets pas le max parce qu'au début, il apparaît très faible. Humanité. Il est bien trop cruel pour avoir une part d'humanité. Même les prédateurs de notre monde sont capables d'une meilleure compassion. 0 cœur. Sa moyenne, 18. Très bien. Mais 0 cœur. Jetons maintenant un petit coup d'œil sur le classement. 8e, Siobhan Corbin. 7e, Baby Jane. 6e, Rasputin. 5e, Les Anges Pleureurs. 4e, Le Grand Méchant Loup. 2e, à égalité, Amy Dunn. Et L'Homme Branchi. Et le premier, sur surprise, le terrible Dracula. Voilà pour le 2e épisode, un peu plus court, car j'ai choisi 3 personnages au lieu de 5. N'hésitez pas à me dire lequel des 3 nouveaux vous donnerait des cauchemars. Et à la semaine prochaine pour découvrir ou redécouvrir des méchants très méchants.